Alors, historiquement, les États-Unis et le Venezuela ont entretenu un partenariat pragmatique, axé sur la sécurité énergétique. Dès le début des années 2000, cela est devenu une politique d'hostilité ouverte visant un changement de régime. La transition a été progressive, portée par des divergences idéologiques et des intérêts géopolitiques. Au départ, le Venezuela était considéré par Washington comme un fournisseur stable et fiable de pétrole, un pilier de la sécurité énergétique de l'hémisphère. Mais l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez en 1999 a marqué un tournant décisif. Son leadership a mené à une politique étrangère anti-américaine, instaurant un conflit durable, défiant l'hégémonie des États-Unis dans la région. En plein cœur des Caraïbes, une région vitale pour l'existence des États-Unis en tant que puissance mondiale, cela s'est intensifié sous des administrations successives, d'abord avec George W., puis avec Obama, avec des sanctions ciblant des individus liés à la corruption, au trafic de drogue et aux violations des droits de l'homme. Lors de son premier mandat, Trump a adopté une stratégie de pression maximale, sanctions sectorielles paralysantes, non-reconnaissance de Maduro comme président et soutien à un gouvernement intérimaire. Sous Biden, les sanctions ont été maintenues, mais avec une tentative d'allègement conditionnel lié à des engagements électoraux. Cela a eu peu de résultats et a été annulé quand le régime n'a pas tenu ses promesses. Lors du second mandat de Donald Trump, une nouvelle escalade a mené à des actions militaires létales, sous prétexte de lutte anti-drogue. Les sanctions n'ont pas renversé le gouvernement de Maduro, mais elles ont isolé la population du commerce extérieur, qui affaiblie et devenue plus dépendante du gouvernement vénézuélien, qui évidemment est devenu encore plus autoritaire. La promotion de la démocratie et la lutte contre la criminalité n'ont pas renversé le régime. Maduro a aggravé la catastrophe humanitaire et permis l'entrée de la Russie et de la Chine. Le produit intérieur brut vénézuélien a chuté de plus de 80% entre 2013 et 2020. L'industrie pétrolière a perdu l'accès au crédit, à la maintenance et aux investissements, accélérant la chute de la production et la pénurie de devises. L'hyperinflation a rongé le pouvoir d'achat et l'isolement financier a poussé les banques à une surconformité, bloquant même les opérations humanitaires. Ce choc économique a débordé sur une crise sociale de grande ampleur. Des rapports gouvernementaux d'autres pays, et non du Venezuela, attribuent des dizaines de milliers de décès supplémentaires à la rupture de l'approvisionnement en nourriture et en fournitures médicales. La pauvreté dépasserait 70% en 2024. L'insécurité alimentaire a touché un tiers de la population, et l'exode d'environ 8 millions de Vénézuéliens est devenu le plus grand déplacement récent d'Amérique latine, surchargeant les pays voisins et alimentant la politique intérieure américaine à travers la question de la frontière. Comme l'a déjà révélé plusieurs fois cette chaîne Géopolitique mondiale. Les sanctions ne renversent pas les gouvernements, mais rendent la population plus vulnérable et causent de souvent plus de morts. Et les régimes qui devraient être affaiblis finissent toujours par devenir plus présents dans la vie des gens. Sur le plan politico-diplomatique, les États-Unis ont adopté la stratégie de délégitimation de Maduro et le parrainage d'une alternative au pouvoir. En 2019, ils ont reconnu Juan Guaidó, suivi par d'autres pays, mais cela n'a pas donné un contrôle effectif au Venezuela. Après les élections contestées de 2024, cela s'est encore aggravé. On a alors commencé à reconnaître Edmundo González comme le nouveau leader de fait par plusieurs autres pays, mais qui, en pratique, n'a pas réussi à imposer cela à l'intérieur du Venezuela. Washington a aussi investi des centaines de millions dans des programmes anti-régime et encouragé l'unification de l'opposition au sein de la PUD, au milieu de frictions et de critiques concernant des mesures qui pénalisaient les citoyens ordinaires. La stratégie d'allègement des sanctions contre des réformes, appliquée par Joe Biden via l'accord de la Barbade, a échoué après le blocage de Maria Corina Machado et la répression de ses soutiens, menant à la réimposition des restrictions en 2020. Dans ce contexte, il était également évident que Washington a tenté d'apaiser la situation avec le Venezuela pour voir s'il pourrait éventuellement se rapprocher des Vénézuéliens en ce qui concerne le carburant, puisque les États-Unis faisaient pression sur la Russie à cause du conflit en Ukraine. Maintenant, les États-Unis mènent une accumulation navale dans les Caraïbes, dont la mission pour l'instant serait des opérations anti-drogue. Mais cela s'est perçu comme une préparation à des opérations offensives.
et surtout en reclassant des groupes criminels comme Tren de Aragua et le cartel de Los Soles en organisations terroristes. Cette manœuvre permettrait théoriquement de traiter leurs membres comme combattants illégaux et d'encadrer des opérations létales selon les règles du conflit armé, en réduisant le coût politique des actions policières et en augmentant le seuil d'utilisation de la force. Dès lors, on observe des attaques meurtrières contre des bateaux suspects de trafic, causant des dizaines de morts. Sur le plan géopolitique, cette pression américaine aurait rapproché Caracas de partenaires comme la Russie, adversaire de Washington, offrant couverture politique, financement, conseil, investissement énergétique et soutien militaire dans une logique de contre-offensive à l'influence américaine. De même avec la Chine qui adopte un rôle économique pragmatique en échangeant des prêts contre du pétrole et en absorbant les exportations, devenant ainsi une bouée de sauvetage commercial. De plus, la crainte d'une tête de pont chinoise dans notre hémisphère occidental grandit aux États-Unis. Et il y a aussi Cuba qui est beaucoup moins mentionnée mais qui n'en demeure pas moins importante, en assurant les services de contre-espionnage de Maduro et en surveillant les éventuelles trahisons dans son cercle rapproché. L'escalade militaire et diplomatique entre les États-Unis et le Venezuela en 2025 s'articule autour des mouvements militaires, des sanctions et des discours officiels. Nous avons des preuves concrètes d'un renforcement militaire américain dans les Caraïbes, visant bien plus que la destruction de bateaux de drogue. Bien que, jusqu'à présent, rien n'indique une grande invasion contre le Venezuela, du même type que celle menée contre l'Irak. Nous avons des destroyers, croiseurs sous-marins et navires amphibies du commandement sud basés à Porto Rico. Depuis août 2025 jusqu'à la date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Il y a eu au moins 4 attaques mortelles contre des navires près du Venezuela que Washington affirme faire partie d'une campagne anti-drogue. Caracas, de son côté, a répondu en mobilisant 2500 soldats, 12 navires et 22 aéronefs dont des chasseurs russes Sukhoi. Et elle a demandé une session d'urgence au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dénonçant la menace de changement de régime. Aucune invasion terrestre n'a été confirmée, mais le climat est de plus en plus tendu. Un décret de Donald Trump, signé en août 2025, autorise des actions militaires contre les cartels latino-américains. Il qualifie le conflit de non international, armé, et permet l'usage de la force. Sans l'approbation totale du Congrès, cette base légale accroît le pouvoir présidentiel pour des opérations létales impliquant la CIA et la garde côtière. Avant de poursuivre la vidéo, permettez-moi un bref commentaire. Vous ignorez peut-être le fonctionnement de YouTube, mais c'est ainsi. Pour chaque 1000 vues, YouTube paie un certain montant aux créateurs de contenu. Dans le cas de Géopolitique mondiale, j'ai été surpris de découvrir que cette chaîne a but éducatif. Et les contenus prennent de 3 à 4, parfois 5 jours pour être produits. Il paie un montant X, mais pour une chaîne où Malandro ne fait que jouer à Minecraft et ne fait rien d'autre, juste jouer aux jeux vidéo, YouTube paie 10 à 20 fois ce montant. Cela signifie que la chaîne Géopolitique mondiale, financièrement, est inviable. Il ne pourrait pas exister. Mais tu sais pourquoi ? Grâce aux membres. Alors, si tu aimes ce genre de contenu que j'apporte ici, si tu veux avoir accès à des contenus plus approfondis, deviens membre. Tu confirmes que la chaîne Géopolitique mondiale existe toujours ? En échange, tu auras un accès anticipé aux vidéos et à des séries exclusives réservées aux membres. Ce sont des sujets très spécialisés, comme l'histoire de l'Inde ou la géopolitique de l'Empire mongol. Selon la catégorie, ton nom figure aussi à la fin, en remerciement dans les crédits. Il y a même une catégorie pour voter la prochaine vidéo sur la chaîne. Pense à devenir membre. Non seulement tu assures que la chaîne Géopolitique mondiale continue d'exister, mais en échange, tu auras accès à beaucoup plus de contenu qui est exclusif aux membres. Sur le plan économique, t'as dit mais les États-Unis feraient poursuivre leur politique de sanctions, alliant durcissement et concessions. En juillet, 6 chefs du train d'Aragua ont été sanctionnés. Le groupe a été qualifié d'organisation terroriste et, en août, la prime pour capturer Maduro a doublé à 50 millions de dollars. Certaines licences générales permettent même certaines transactions énergétiques, comme Chevron, qui poursuit des co-entreprises selon un calendrier de retrait dans la région. Shell, qui a reçu une licence pour le champ gazier Dragon, et Trinité et Tobago, qui reçoit même un renforcement militaire, ont également été autorisés à conclure un accord gazier avec le Venezuela, dont les bénéfices doivent financer des projets sociaux et non le gouvernement. Mais il est évident que personne ne va contrôler cela.
Un autre indice d'un plan de changement de régime au Venezuela est la remise du prix Nobel de la paix à l'opposante Maria Corina Machado le 10 octobre. Pour Washington, cela renforce le récit. Pour Caracas et ses alliés, c'est un instrument de légitimation, d'intervention. Les forces armées vénézuéliennes comprennent l'armée de terre, la marine, l'aviation, la garde nationale et la milice. Dans l'armée de terre, la structure en brigades et divisions couvre les régions de défense, et elle affiche un inventaire numériquement important, mais avec une disponibilité réelle extrêmement faible en raison d'un entretien très insuffisant. Nous avons également des chars de combat russes et français. Mais les difficultés à obtenir des pièces russes après la guerre en Ukraine ont conduit à privilégier la remise en état des plateformes occidentales, comme la MX-30. L'épine dorsale mécanisée comprend également des véhicules russes et même des survivants d'Angessa, comme le Cascavel et le Rutu. Ce qui augmente l'incompatibilité des munitions et des pièces et rend le soutien technique et l'approvisionnement encore plus difficile. C'est ce problème qui touche également l'artillerie. Dans la marine, la capacité est orientée vers la défense côtière et un rayon d'action court avec de grandes unités de surface. Et les 2 sous-marins type 209 qui ne fonctionnent pas régulièrement depuis des années sont... On ignore même s'ils fonctionnent. Pour compenser leur faiblesse, les Vénézuéliens ont investi dans des moyens asymétriques, comme des vedettes rapides iraniennes armées de missiles. En général, la doctrine actuelle privilégie la déni d'accès près des côtes et des voies fluviales, avec des exercices limités aux eaux proches, pendant que la maintenance dépend de chantiers navals nationaux aux ressources limitées. La disponibilité des grands navires reste très faible, et l'effort se concentre sur le maintien des petites patrouilles actives. Dans l'armée de l'air, autrefois parmi les mieux équipées, la disponibilité en 2025 est jugée critique et pathétique. Sur les 24 Sukhoi, 30 acquis, 21 figurent dans son inventaire, mais probablement seulement la moitié d'entre eux peuvent réellement voler. On estimons à 13 appareils opérationnels, mais limités par un soutien russe irrégulier et des pertes accidentelles. Sur la flotte de F-16 des années 80, seuls 3 ou 4 peuvent voler. Sans armement guidé moderne, ils se limitent aux bombes classiques et à des missions de présence ou d'interception peu complexes. Donc la grande majorité de ces équipements ne durerait pas longtemps dans un conflit. D'ailleurs, ils ne décolleraient probablement même pas, car la plupart ne sont même pas opérationnels. Ce n'est pas comme si le Venezuela avait la moindre chance de repousser une attaque américaine. En termes de guerre symétrique et conventionnelle, ce serait un massacre. Mais Hugo Chavez était tout sauf stupide et il le savait. Notamment après 2011 en voyant le sort de Kadhafi en Libye. Il savait qu'équiper les forces armées de modèles plus modernes serait inutile, car il n'en avait pas les moyens financiers. Notamment face aux États-Unis, première puissance militaire mondiale. Donc, peu importe combien il dépensait en défense, il n'aurait jamais la moindre chance de rivaliser avec la principale puissance militaire du monde. Ce serait une perte de temps et d'argent. Il a donc préféré adopter des moyens bon marché et défensifs, mais dont l'efficacité serait suffisante pour causer des dégâts, suffisante pour décourager les agresseurs et les entraîner dans un conflit d'usure, éreintant et sans espoir de victoire. Une sorte de Vietnam 2.0 ou un Vietnam latino-américain. Une stratégie qui a été maintenue par Maduro. La première ligne est sa défense aérospatiale, dotée de systèmes antiaériens moyenne et longue portée. Et même si leur réseau de radars est à au moins 50% hors service, c'est encore suffisant pour infliger un certain niveau de dégâts disproportionnés. Le pays a installé un parapluie d'origine russe concentré autour de Caracas et sur quelques cibles stratégiques. Ce qui signifie qu'ils peuvent concentrer leur défense sur quelques cibles, ce qui rend une attaque plus difficile. Le Venezuela dispose d'un seul bataillon et 2 unités S-300 constituant sa défense aérienne la plus avancée. Sa principale base d'opération est la base aérienne Capitaine Emmanuel Rios, dans l'état de Guárico. Mais le système est mobile et a été repositionné pendant les périodes de forte tension pour protéger les centres politiques et économiques clés. Le Surface Air 17 de moyenne portée complète ce S-300, fournissant une défense en couche et mobile contre les menaces aériennes. Il a été conçu selon une doctrine de tir et de fuite afin d'augmenter la capacité de survie. Il y a aussi le Surface Air 3, un système plus ancien de moyenne altitude mais modernisé.
et les missiles anti-aériens portables avec un grand nombre de systèmes de défense aérienne portables, comme l'Igla-S de fabrication russe, représentent tant une menace pour les avions et les hélicoptères à basse altitude. En ce qui concerne les drones, le programme vénézuélien a été développé avec l'assistance iranienne, avec une capacité émergente remarquable de production nationale de drones d'attaque à sens unique, basés sur des projets et un transfert de technologie iranien. Représentant une menace asymétrique sérieuse en raison de leur faible coût, rien de tout cela ne peut sauver le Venezuela. En théorie, cela suffit à nuire à l'image d'une marine jugée supérieure, comme la marine américaine. L'effectif total au sol est estimé entre 120 000 et 130 000 soldats, dont environ 60 000 à 70 000 dans l'armée de terre, grâce à la Brigade des Forces Spéciales Caraïbes, un bataillon de forces spéciales et la brigade parachutiste, une réaction rapide est assurée sur place. Cependant, la projection nationale reste limitée par des faiblesses en commandement, logistique et mobilité. Le régime revendique également une force de 4 à 5 millions de miliciens, mais ce chiffre est une construction symbolique et idéologique, et non une réalité opérationnelle, car mobiliser plus de 15% de la population est logistiquement impossible. Cela fait que sa capacité opérationnelle lors des offensives est pratiquement nulle. Cette menace d'envahir la Guyane, comme je l'ai dit dans des lives et podcasts, laissez tomber. Il n'y a aucune chance que cela arrive. Leurs forces armées sont mal équipées, mal entraînées et dysfonctionnelles pour de grandes opérations militaires. Alors, vous devez sûrement penser qu'il n'y a rien à craindre des Vénézuéliens, n'est-ce pas? Faux. Des vidéos récentes montrant des miliciens et des militaires vénézuéliens, obèses et âgés, en train de s'entraîner, ont fait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas pour rien, c'est une image pathétique. Mais ne vous y trompez pas. Un groupe de ces inutiles en position défensive. Dans un théâtre urbain chaotique comme Caracas, pleine de ruelles, d'impasses, de rues étroites et de favelas, cela a le potentiel de causer autant de dégâts qu'un groupe bien entraîné et équipé. Par exemple, des enfants soldats sont utilisés au Moyen-Orient, en Afrique et dans les favelas de Rio de Janeiro. Bien qu'il s'agisse d'enfants, ils parviennent tout de même à infliger de lourdes pertes aux agresseurs. Donc ce n'est pas un problème qu'on puisse sous-estimer. Donc la combinaison de systèmes anti-aériens, de drones et de milices populaires représente l'espoir vénézuélien. Et savoir si cela sera suffisant pour se défendre contre les États-Unis dépendra de la façon dont les Américains agiront. Une invasion à grande échelle, dans le style de la guerre en Irak en 2003, a tout pour être un désastre pour les Américains, tout comme cela l'a été en Irak et en Afghanistan. Mais maintenant, ce serait une guerre sans victoire dans leur propre arrière-cour, l'Amérique latine, ce qui change la donne car cela pourrait causer des dommages politiques bien plus importants. Mais une opération dans le style de ce que nous avons vu en Libye en 2011 en se contentant de bombarder des cibles, oui, ce serait une victoire garantie pour les États-Unis, même si cela ne garantirait pas un changement de régime. On pourrait encore voir un mélange de tout cela, une tentative de frappe aérienne, comme en Libye, avec une mission très réduite, visant uniquement des cibles stratégiques de commandement, comme cela s'est produit au Panama contre Noriega dans les années 80. Les principales cibles américaines seraient la triade du pouvoir, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello et Vladimir Padrino López. Alors que Maduro est le chef de l'État, Cabello exerce une influence immense. Grâce à son contrôle sur les forces de sécurité intérieure, les réseaux du parti et les soi-disant collectivos, les groupes paramilitaires pro-régime. Padrino López représente la loyauté institutionnelle des forces armées, contrôlant l'appareil militaire conventionnel et des secteurs économiques clés, comme la distribution alimentaire. Nous avons également Delcy Rodríguez comme vice-présidente exécutive. C'est une opératrice politique cruciale et la première dans la ligne de succession présidentielle. Son emprise sur les services de renseignement renforce sa position au sein du cercle rapproché du pouvoir. Les principaux services de renseignement du Venezuela fonctionnent principalement comme des instruments de répression interne et de préservation du régime, plutôt que comme des organismes de collecte de renseignements étrangers. Le service bolivarien de renseignement national, sous la direction du major général Alexis Rodríguez Cabello, gère la sécurité intérieure et la surveillance politique. Quant à la direction générale du contre-espionnage militaire, dirigée par le major général Javier José Marcano Tabata, elle a pour mission de garantir la loyauté au sein des forces armées en éradiquant toute dissidence éventuelle.
La structure de commandement vénézuélienne fonctionne avec une dualité fondamentale, une hiérarchie militaire formelle pour la défense nationale et un réseau criminel informel, souvent appelé cartel des soleils, pour l'enrichissement personnel et la préservation du régime. Ce chevauchement crée des conflits et des vulnérabilités inhérentes. La structure militaire formelle existe comme établie par la loi, mais des preuves et des accusations indiquent que les plus hauts échelons de cette structure dirigent une organisation de trafic de drogue. Ce cartel n'est pas une entité séparée, mais plutôt un réseau informel de corruption qui opère au sein de l'appareil d'État vénézuélien. Nous assisterons à une opération en plusieurs phases, dont la première visera à décapiter et perturber le commandement, le contrôle, les communications, l'informatique et le renseignement, paralysant la capacité du régime à décider et à commander ses forces. Les cibles du leadership politique incluraient le palais de Miraflores à Caracas, bureau officiel et centre symbolique du pouvoir présidentiel, tandis que les cibles militaires seraient sur le complexe du ministère de la Défense, le fort Chuna à Caracas, le cœur administratif et opérationnel des forces armées vénézuéliennes. Les centres de renseignement, le siège du Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional à Caracas et celui du contre-espionnage à Boleita Norte, Caracas. Dans la phase 2, la neutralisation des menaces stratégiques afin d'éliminer les systèmes d'armes les plus dangereux et d'atteindre la supériorité aérienne et maritime, protégeant ainsi les forces des États-Unis. Les cibles stratégiques de la défense aérienne seraient la base d'opération principale du S-300, la base aérienne Capitaine Manuel Rios à Guarico, ainsi que les sites radars clés et les batteries mobiles. La base aérienne E Libertador à Pablo Negro, Aragua, principale pour les chasseurs Su-30 et les avions de transport, serait aussi prioritaire, avec la base aérienne Landaetagil à Barquisimeto, qui abrite la flotte aérienne de F-16, ainsi que la base aérienne Val Garcia à Barcelone dans la région d'Anzoátegui. La base navale de Puerto Cabello à Carabobo, où se trouve la principale base de la marine vénézuélienne, ainsi que la base navale de Punto Fijo à Falcón, base clé près des raffineries de Paraguaná. Et alors nous verrions la phase 3 de l'isolement et de l'étranglement économique, paralysant les lignes vitales économiques du régime et sa capacité à soutenir un conflit prolongé. Avec des cibles d'infrastructures énergétiques comme le complexe de raffinage de Paraguaná qui est le cœur de la capacité de raffinage de pétrole du Venezuela, désactiver ce complexe paralyserait l'approvisionnement domestique en carburant et les recettes d'exportation. Mais encore plus importante serait le barrage de Guri à la centrale hydroélectrique de Simón Bolívar dans l'état de Bolívar, qui fournit jusqu'à 70% de l'électricité du Venezuela, une cible extrêmement stratégique mais controversée en raison de son énorme impact humanitaire. Et le complexe pétrochimique José Antonio Anzoátegui, un centre clé pour le traitement et l'exportation du pétrole. Les centres logistiques des ports de La Guaira et Puerto Cabello, principaux ports maritimes commerciaux du pays, ainsi que l'aéroport international Simón Bolívar, principale porte d'entrée aérienne, seraient aussi visés. La question est de savoir si, dans tous les scénarios où le gouvernement vénézuélien est au bord ou en train de s'effondrer, cela augmentera les risques de guerre civile avec les groupes d'opposition. Cela, avec la destruction des infrastructures civiles, va aggraver la vie déjà très difficile des Vénézuéliens. Et maintenant, avec un gouvernement en chaos, il ne pourra pas patrouiller les frontières. D'ailleurs, nous aurons probablement encore plus de désertion massive, ce qui signifie des réfugiés, principalement vers la région nord du Brésil. Le gouvernement brésilien estime actuellement entre 568 000 et 685 000 Vénézuéliens réfugiés ou migrants présents au Brésil. Mais en cas de guerre civile généralisée, d'effondrement total de l'État, j'estime personnellement une entrée supplémentaire d'au moins 4 à 5 millions de réfugiés. Et avant que quelqu'un ne dise que la majorité des Vénézuéliens retourneraient au Venezuela en cas de chute de Maduro, comprenez qu'ils retourneraient, à condition qu'il y ait aussi un endroit où retourner. Ils ne reviendront pas simplement parce que Maduro est parti, si le pays s'effondre. Et en considérant que les propres forces armées vénézuéliennes font partie du narcotrafic, ce que nous verrons sera une fragmentation en plusieurs petites factions qui, évidemment, agiront dans la zone frontalière et plus encore à l'intérieur nord du Brésil, pouvant mener cette région,
qui possède déjà une faible infrastructure, à un effondrement total. Et encore, en tenant compte du contexte de narcotrafic et de la rupture des forces armées vénézuéliennes, une explosion de violence à court et moyen terme, sans précédent dans l'histoire du Brésil. Et rappelons que nous sommes déjà dans une situation très mauvaise de violence liée au narcotrafic. Donc tout porte à croire que cela sera encore plus désastreux. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. La chaîne a été shadowban, seule votre aide peut contourner cela. En partageant sur les autres réseaux sociaux et en diffusant à tout le monde que vous connaissez. Votre soutien est très important. À bientôt, merci, c'est à la prochaine vidéo.